Donc nous allons commencer, nous allons continuer par le dossier numéro 4 de la conférence. Donc Jean, donc c'est un homme, âgé de 25 ans, donc c'est un homme jeune, consulte aux urgences de votre hôpital pour une douleur abdominale intense, en fosse iliaque droite. Douleur en fosse iliaque droite, homme jeune, tout de suite, vous avez le diagnostic normalement. Apparu ce matin, donc quelque chose d'aigu, qui persiste depuis, donc permanent. Il n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux, il ne prend pas de traitement. Les constantes prises par l'infirmière d'accueil sont les suivantes. 13,8, donc tension normale, pouls un petit peu tachycarde, 38,5. Donc douleur abdominale en fosse iliaque droite avec un syndrome infectieux, et l'hémoglucotest 7 mmol par litre, c'est normal. Donc là, tout de suite, vous avez le diagnostic. Je vous le demandais même pas tellement c'était facile. C'est l'appendicite aiguë. Quels sont les autres signes cliniques à rechercher en faveur de ce diagnostic? Attention, on vous demande les signes cliniques. Ce ne sont pas que les signes physiques. Ce sont aussi les signes, si vous voulez, d'interrogatoire. Donc à l'interrogatoire, vous précisez la douleur, donc le mode de début qui est plutôt brutal, la localisation qui est souvent un début épigastrique puis qui migre en fosse iliaque droite, sans irradiation, continue et qui a plutôt tendance à s'accentuer dans les 24 premières heures. Vous pouvez avoir une modification du transit, mais ça c'est pas majeur. Nausées, vomissements, c'est possible. À l'examen physique, toujours inspection, palpation, percussion, auscultation. À l'inspection, vous pouvez avoir une langue saburale, donc la langue un peu blanchâtre, l'érythrose des pommettes, assez rare. À la palpation, et ça c'est important, vous avez la douleur de la fosse iliaque droite qui est maximale au point de McBurney. Qu'est-ce que la pointe de McBurney? C'est là où finalement vous faites votre appendicite, enfin vous faites votre appendicectomie par voie directe, si vous voulez. Donc c'est l'union du tiers externe et des deux tiers internes de la ligne qui joint l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc cette douleur typique du McBurney qui correspond à la localisation de l'appendice, en position latérocécale bien sûr, la défense de la fosse iliaque droite, le signe de Bloomberg qui est finalement la douleur lors de la décompression brutale de la fosse iliaque droite, le signe de Roswing qui est la douleur en fosse iliaque droite lors de la palpation ou de la décompression de la fosse iliaque gauche. Vous cherchez toujours les orifices hernières devant toute douleur abdominale qui ici sont libres. Puis il n'y a pas de contracture abdominale, donc il n'y a pas d'atteinte péritonéale. L'auscultation et la percussion sont aspécifiques. Vous faites par contre le toucher rectal qui est intéressant, qui peut retrouver une douleur du cul-de-sac de Douglas plutôt à droite. Et la bandelette urinaire qui est toujours faite devant une douleur abdominale pour éliminer un diagnostic différentiel urologique. Expliquez la physiopathologie de l'appendicite aiguë et citez les complications. Donc, qu'est-ce que c'est que l'appendice? Appendicite, ça veut dire inflammation de l'appendice. Donc, l'appendice, c'est un organe qui est creux, qui contient de nombreux germes, et l'infection de celle-ci, elle se fait par voie endogène, c'est-à-dire par le tube digestif. D'accord? Ça se fait rarement par voie exogène, c'est-à-dire par atteinte sanguine. Dans un premier temps, vous avez une obstruction de votre appendice. Donc là, vous imaginez votre petit appendice, qui est un organe creux, et puis là, vous avez un obstacle. Eh bien, l'obstacle, ça c'est comme toujours, ça peut être endoluminal, pariétal, extrapariétal. Donc dans un contexte viral ou bactérien, ça peut être dû à une hyperplasie lymphoïde. Je vous rappelle que l'appendice, c'est un organe lymphoïde. Donc tout d'un coup, vous avez une augmentation des plaques de Peyer et compagnie, qui entraîne une obstruction de la lumière. Vous pouvez avoir un stercolite, ça souvent chez les enfants, c'est un résidu de matière fécale calcifiée, ou ça peut être dû à un corps étranger, bon, pourquoi pas, c'est un petit peu rare, un parasite, genre la scaris, ou à une hypertrophie de la paroi dans le cadre d'une maladie inflammatoire, comme le Crohn. Cette obstruction de l'appendice, elle entraîne une inflammation de la muqueuse. Donc là, si vous voulez, en amont de cette, pas en amont mais plutôt en aval de cette obstruction, vous avez une inflammation de la muqueuse, puis vous avez une suppuration de celle-ci avec des micro-abcès et des ulcérations de la paroi, et en l'absence de traitement, c'est-à-dire antibiotiques, appendicectomie,
la paroi évolue vers la nécrose et finalement vers les complications de l'appendicite, qui sont l'abcès appendiculaire, le plastron appendiculaire et enfin la péritonite généralisée. Alors je voudrais revenir sur ces trois termes, souvent vous ne savez pas très bien la différence. Un abcès, c'est une boule de pus entourée d'une coque. Donc là, vous avez votre appendice au milieu, du pus et tout autour, une coque. D'accord ? Le plastron appendiculaire, c'est votre appendice tout autour du pus, sauf que là, il n'y a pas de coque. Là, c'est votre corps, il est bien fait. Tous les pipelons, le grêle, tout ça vient se braquer en fosse iliaque droite pour éviter que ce pus vienne se propager un peu partout dans la cavité péritonéale. Donc si vous voulez, c'est comme une péritonite localisée. Ça s'appelle le plastron appendiculaire. Et enfin, la péritonite généralisée, c'est du pus dans toute la cavité péritonéale. Citez les différentes formes anatomiques de l'appendicite aiguë avec les signes cliniques correspondants. Ça, c'est plutôt du cours. Donc, vous avez la latérocécale qu'on a vue tout à l'heure. Hein, c'est la standard, douleur en fosse iliaque droite avec la fièvre et la défense en fosse iliaque droite. Après, vous avez l'appendicite rétrocécale. Donc, il y a une douleur de la fosse lombaire droite. Donc, ça peut simuler un peu tout ce qui est pyélonéphrite, colique néphrétique, etc. On peut avoir un psoïtis, c'est une douleur en cas d'extension de la cuisse droite qui peut se traduire par une boiterie. Vous avez aussi l'appendicite pelvienne qui peut se traduire par une douleur hypogastrique avec des signes fonctionnels urinaires ou rectaux. Et la fièvre, bien sûr. Vous pouvez avoir une appendicite sous-hépatique et une douleur de l'hypocondre droit, c'est une défense. Et ce tableau, ça simule une cholécystite aiguë, clairement. Vous avez enfin l'appendicite mésocéliaque avec un tableau d'occlusion grélique, fébrile, qui se traduit par une douleur abdominale qui est mal systématisée avec le syndrome occlusif, nausées, vomissements, douleur abdo, arrêt des matières et des gaz, qui est plutôt tardif ou incomplet. Et tous ces signes sont accompagnés de la fièvre. Quel examen complémentaire au pluriel demandez-vous et qu'en attendez-vous? Alors là, vous allez me dire, le diagnostic d'appendicite aiguë, il est clinique, donc je ne fais aucun examen complémentaire. Pourquoi pas? Mais c'est tout de même risqué. Là, on n'a rien. On a un patient, on a une suspicion clinique forte, mais on n'a rien d'autre. Il faut quand même, je pense, faire au moins un bilan biologique. Après, on explicitera si oui ou non il faut faire des examens complémentaires. Il faut au moins faire une NFS, parce que les blancs, ils sont élevés. Donc il y a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Il faut faire une CRP, elle sera élevée dans le cadre du syndrome inflammatoire biologique. De toute façon, il faut faire votre bilan préopératoire, puisque ce malade, vous pensez qu'il a une appendicite aiguë, donc il faut l'opérer. NFS, plaquettes, TP, TCA, groupe ABO, Rhésus RAI, la consultation d'anesthésie. Et moi, je dirais qu'il faut faire un TDM abdominal sans et avec injection, parce que dans la plupart des hôpitaux, on fait quand même une imagerie. On reviendra en conclusion sur quand est-ce qu'on fait une imagerie en fonction des cas. Donc que va retrouver le TDM abdominal? Un diamètre appendiculaire supérieur à 6 mm, une augmentation de l'épaisseur de la paroi appendiculaire, une infiltration de la graisse périappendiculaire avec une prise de contraste de l'appendice en image en cocarde. Et on peut voir par exemple le stercolite et puis voir tout ce qui est complications. Et enfin éliminer un diagnostic différentiel. Donc là vous avez un TDM abdominal en coupe axiale et vous pouvez voir l'appendicite. Donc là, vous avez votre appendicite et au milieu, bon, on voit pas très bien. Si vous voulez, au centre là, vous avez votre lumière, d'accord? Et vous voyez tout autour la paroi qui est épaissie, qui prend le contraste. Et vous avez vraiment cette image en cocarde, là peut-être que vous le voyez mieux, l'image en cocarde typique en coupe axiale. Quel traitement envisagez-vous? Donc déjà, ce patient, on l'hospitalise, on le met en condition, c'est-à-dire qu'on le met à jeun. C'est une urgence chirurgicale, il va falloir l'opérer. S'il avait été mineur, on aurait demandé l'autorisation parentale d'opérer. Là, il a 25 ans, c'est pas la peine. Vous lui mettez une voie veineuse, on appelle l'anesthésiste, on le réhydrate, on lui donne des antalgiques parce qu'il a mal, on lui donne des antibiotiques, puisque là, il s'agit d'une infection. Donc toujours les antibiotiques digestifs, augmentins.
Et on fait un traitement chirurgical, donc une appendicectomie, soit par voie scopique, soit par laparotomie, où vous allez explorer votre cavité péritonéale, faire des prélèvements et envoyer la pièce en anatomopathologie. Et vous faites une toilette péritonéale. Vous prévenez les complications du cubitus et vous le surveillez au niveau clinique et au niveau paraclinique. Quelles sont les complications post-opératoires à redouter à court terme? Donc ne racontez pas votre vie à court terme. Donc vous balancez pas tout. Donc c'est d'abord les complications de l'anesthésie. Et oui, on vous demande les complications de l'appendicectomie. Donc pensez qu'il y a aussi l'anesthésie et qu'il peut y avoir des complications liées à celle-ci. Après, vous avez les complications chirurgicales spécifiques. Donc vous avez toujours, en cas de chirurgie, un risque d'abcès de paroi, d'un abcès ici du cul-de-sac de Douglas. Vous avez un risque de lâchage du moignon appendiculaire, avec un risque de fistule sécale et de péritonite généralisée. Vous pouvez avoir un iléus post-opératoire, donc si vous voulez un arrêt du transit. Vous risquez aussi un hématome de paroi et une hémorragie intrapéritonéale. Ça, c'est les complications un peu classiques de la chirurgie digestive. 5 ans plus tard, donc là il a 30 ans, Jean D consulte à nouveau aux urgences car il présente depuis cet après-midi, on est dans l'aigu, on est dans le brutal. Une douleur abdominale d'ailleurs d'apparition brutale, diffuse, donc pas localisée quelque part, accompagnée de nombreux vomissements alimentaires et de nausées. Jean D a eu une selle ce matin, mais pas depuis, et pas de gaz depuis. Donc là, on est dans le syndrome occlusif, très clairement, plutôt situé parce que ce sont les nausées et les vomissements qui priment sur le tableau. À l'examen clinique, vous retrouvez une tension à 17, un pouls à 100, petite hypotension, petite tachycardie avec une température qui est normale. L'abdomen est souple, donc pas de complications. Et il est météorisé. Ça rentre encore une fois dans le syndrome occlusif. L'auscultation abdominale est silencieuse, on va voir ce que ça veut dire. Et les orifices herniaires sont libres, très important. Donc on n'est pas dans un syndrome occlusif lié à une strangulation, lié à une hernie étranglée. L'ampoule rectale est vide, donc pas de fécalome. Et au cours de votre examen, le patient vomit un liquide brun nauséabond. Qu'est-ce qu'il est en train de vomir? Il est en train de vomir de la merde. Donc ça s'appelle un vomissement fécaloïde. Quel diagnostic suspectez-vous et justifié? Donc il s'agit d'une occlusion sur bride ou, d'ailleurs les deux étaient cotés, une occlusion haute par strangulation. Donc devant d'abord le terrain, vous avez un antécédent de chirurgie digestive qui était l'appendicectomie. Et donc il y a des risques de bride intrapéritonéale. Je vous rappelle que quand on a opéré un ventre, qu'on a ouvert un ventre, qu'on a travaillé dans le ventre, il y a des risques à terme qu'il y ait des petites membranes qui se forment, qui viennent s'interposer entre le grêle, le côlon, etc. Et en fait, l'intestin peut se tordre autour de ces brides et ça s'appelle une occlusion sur bride. Donc toujours, quand vous avez un patient, surtout qui est mal en point, ou un patient très âgé, qui vient avec un syndrome occlusif ou une douleur abdominale, vous l'inspectez et vous vérifiez s'il n'a pas des cicatrices abdominales, parce que s'il a des cicatrices abdominales, ça veut dire qu'il a été opéré, et donc peut-être qu'il fait une occlusion sur bride. Le syndrome occlusif clinique, avec cette douleur abdominale, ce météorisme abdominal, ces nausées, vomissements alimentaires, puis fécaloïdes et l'arrêt des gaz. La nature plutôt haute ou grélique, si vous voulez, de l'occlusion avec les nausées, vomissements précoces, répétés et rapidement fécaloïdes, et avec l'arrêt des matières et des gaz qui est incomplet, voire tardif. C'est plutôt les vomissements qui sont au premier plan. Donc le mécanisme, c'est par strangulation et pas par obstruction. Strangulation ou torsion, c'est un peu la même chose. Parce que le début, il est brutal, parce qu'il y a un météorisme qui est silencieux,
Alors, ça, je veux revenir là-dessus parce qu'il y a une grosse erreur. J'avais posé la même question au D4 il y a 2 ans, en fin d'année, et tous n'avaient rien compris à l'auscultation, si vous voulez, abdominale dans le syndrome occlusif. Quand vous posez votre stéthoscope sur un ventre en occlusion, si vous n'entendez rien, ça veut dire qu'il y a une paralysie. Or, dans la strangulation, votre intestin il est paralysé, donc il n'y a pas de bruit hydroaérique, il est silencieux votre abdomen. Alors que dans l'obstruction, vous avez un obstacle dans le tube digestif. Donc qu'est-ce qui fait votre tube digestif? Eh bien, il se bat contre cet obstacle, donc il pousse, et donc quand vous posez votre stéthoscope, ça fait du bruit. Donc par exemple, une occlusion sur un cancer, vous posez votre stéthoscope et vous avez des bruits hydroaériques. Donc c'est important de faire la différence. Vous avez un retentissement rapide sur l'état général. Je vous rappelle qu'il était un petit peu hypotendu, un peu tachycarde. Donc là, on est plutôt dans une déshydratation extracellulaire. On n'est pas dans le choc septique, là, il n'a pas de fièvre, tout ça. Il se déshydrate. Et dans la strangulation, rapidement, il y a une altération de l'état général. Les signes négatifs, les orifices herniaires sont libres, donc pas de hernie étranglée, il n'y a pas de contracture ou de défense abdominale, pas de fièvre, et l'ampoule rectale est vide. Donc, en conclusion, l'appendicite aiguë, c'est la plus fréquente des urgences chirurgicales abdominales. Alors, il y a la Société nationale française de gastro-entérologie en 99 qui s'est réunie et qui a proposé, parce que c'est tellement fréquent qu'on pourrait proposer des examens à tout le monde, eh bien, on ne fait pas d'examen parce qu'on ne suspecte pas une appendicite, en tout cas, quand il n'y a pas de défense abdominale, quand il y a pas de température inférieure, enfin quand il n'y a pas de température, enfin d'hyperthermie si vous voulez, inférieure à 38 en tout cas, et quand il n'y a pas d'hyperleucocytose. Donc si vous avez ces 3 éléments, c'est pas une appendicite, donc c'est pas la peine de se lancer dans des bilans plus compliqués. Le diagnostic d'appendicite aiguë est clinique. Cependant, en pratique clinique, on réalise souvent des examens complémentaires. Déjà, le bilan biologique standard avec la NNFS-CRP, d'ailleurs la Société nationale française de gastro-entérologie le dit, c'est pas mal d'avoir les blancs, l'hyperleucocytose pour prouver le diagnostic. La CRP, le bilan pré-op. Si vous êtes devant une jeune fille qui a mal au ventre, vous allez forcément lui faire des bêta-HCG, éliminer une grossesse. C'est obligatoire. Donc oui, il y aura des examens complémentaires, notamment biologiques. Et après, en ce qui concerne le bilan morphologique, chez l'enfant, on le fait systématiquement. On fait un ASP pour rechercher le stercolite et on fait une échographie abdominale. Chez la femme, on fait une échographie abdominopelvienne en premier lieu parce que c'est quoi le grand diagnostic de l'appendicite aiguë chez la jeune femme? C'est une complication clairement gynécologique. Ça peut être une salpingite à droite, ce genre de choses. Donc il faut faire une échographie pour éliminer ce genre de diagnostic. Et chez l'homme, on pourrait dire à la limite chez le jeune homme, bon, ça peut rester clinique, on n'est pas obligé de faire un examen morphologique, mais en pratique clinique, on le fait. Et chez la personne âgée, souvent, on va vite au TDM parce que ça peut être un autre diagnostic différentiel. Alors, quelles sont les complications post-opératoires de l'appendicectomie? À court terme, on l'avait dit dans les dernières questions.